science, ASMR, théorie politique, c'est quelque chose de peu commun, mais qui devrait à mon avis l'être plus. Tout simplement car lorsqu'on est détendu, on, est, on retient mieux les informations, on est plus enclin à découvrir de nouvelles idées. Et ça permet aussi d'éviter, comment dire, le bourrage de cerveau qui est souvent en cours dans les médias, c'est-à-dire dans les médias, tout va très vite, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout est fait pour qu'on soit stressé, etc. et pour qu'on nous empêche de penser. Moi, je pense que l'ASMR permet au contraire de se relaxer, de prendre le temps, de réfléchir. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une nouvelle lecture. Je vais lire un ou plusieurs chapitres de l'ouvrage Pour connaître Marx de Henri Lefebvre, qui m'a été prêté par un camarade. Honnêtement, je ne connais pas le texte, je ne l'ai pas lu. Ce que je sais, c'est que c'est un ouvrage qui est explicatif de la pensée de Marx. Et j'ai vu un chapitre qui m'intéressait particulièrement, qui s'appelle Science et action. Science et action. Car ce chapitre, je trouvais ce chapitre intéressant, car il traitait la question de est-ce que le marxisme est une science. Je m'excuse si je parle un peu du nez, j'ai mes allergies. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis très heureuse que les vidéos plaisent parce que ça me plaît de les faire. Et oui, par contre mon cycle de sommeil est complètement foutu, complètement déréglé. Comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Bon, commençons. D'abord, peut-être un peu de... Le livre m'a été prêté par un camarade. Voilà, j'espère qu'il, s'il passe par là, son prêt m'a été utile puisque je vais prêcher la bonne parole. Allons-y. Science et action. Avant d'aborder en lui-même et dans son ensemble le marxisme, dissipons encore une prévention. Le marxisme, incontestablement, a un rapport avec l'action, avec une action politique. Doctrine d'action, il se défend expressément d'être une pensée inutile et inefficace, une abstraction stérile. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, il s'agit maintenant de le transformer. Thèse sur Feuerbach. Et les meilleurs continuateurs de Marx ont toujours insisté sur le fait que le marxisme est un guide pour l'action. Ceci ne va pas sans poser quelques problèmes qui parfois déroutent et gênent la compréhension du marxisme. Comment une doctrine d'action et d'action politique peut-elle être scientifique, c'est-à-dire objective? N'est-elle pas inévitablement tendancieuse? Ne consiste-t-elle pas en un parti pris? Ne serait-elle pas, dans la meilleure des hypothèses, un instrument d'action, un point de vue
science, ou bien il échappe à la connaissance. De toute façon, s'il y a une science de l'histoire et de la société, elle doit avoir des applications. Or, que peuvent être les applications d'une telle science? Elle doit nous donner des directives pratiques pour la conduite de la société. C'est-à-dire que ces applications sont politiques. S'il y a une sociologie scientifique, elle inclut la politique, et la politique elle-même devient scientifique. Entre parenthèses, qui dit science ne dit pas pour cela infaillibilité, certitude absolue, prévision du résultat avec une précision complète, encore moins pouvoir miraculeux de créer les conditions d'un résultat. Plus généralement, la pensée scientifique et la recherche de la vérité doivent, dit-on, être désintéressés. Par conséquent, là où il y a un intérêt, entre parenthèses, politique ou autre, il ne peut y avoir science. Il ne peut y avoir objectivité de la pensée. Celle-ci est nécessairement tendancieuse, détournée de la vérité objective par l'intérêt et la passion. À cette objection, on peut répondre aisément en distinguant l'activité scientifique à l'échelle de l'individu, entre parenthèses, du chercheur ou du technicien individuel, et la science dans son ensemble. Pour le savant, individuellement, sa recherche peut et doit être désintéressée. Et la vie de Marx le montre aussi bien que celle de Descartes ou de Pasteur. Mais la science dans son ensemble peut-elle être inutile? Si la science du point de vue le plus général était désintéressée, l'humanité serait depuis longtemps désintéressée de la science. La vérité peut se séparer de l'application technique, ne peut se séparer de l'application technique. Et certes, la science cherche la vérité, et l'on ne sait jamais à l'avance quelle recherche, quelle loi, quelle théorie aura l'application technique la plus utile. C'est pourquoi chacun doit aborder l'étude d'une science avec sa raison, et pour connaître la vérité. Mais le caractère de la vérité scientifique n'est pas altéré parce qu'elle sert, parce qu'elle intéresse, parce qu'elle n'est pas stérile. Bien au contraire, une branche de connaissance qui se montrerait parfaitement stérile s'atrophierait. L'application pratique vérifie la théorie et la féconde, sans d'ailleurs ôter à la théorie son caractère de recherche du vrai. C'est parce qu'une connaissance scientifique digne de ce nom est objective et vraie qu'elle s'applique utilement. Et c'est parce que la connaissance scientifique représente pour l'humanité un intérêt suprême que des individus, des savants, vont jusqu'à se sacrifier avec un suprême désintéressement leur vie à cette recherche. Vérité et abstraction, intérêt et désintéressement ne s'opposent que dans l'abstraction. C'est exactement la situation de la sociologie scientifique du marxisme. Issue d'une recherche désintéressée, objective, elle correspond cependant à des intérêts. Elle les explique, elle les exprime. Mais ces intérêts politiques dépassent infiniment ceux d'individus ou même de groupes limités. Mais pardon, insistera-t-on peut-être, le cas de la science sociale et celui de la science de la nature ne peuvent se confondre. Il est clair que même si tous les hommes se désintéressent de la science de la nature, sauf un, ce dernier travaille pour l'humanité entière. Par contre, le sociologue marxiste tire de son étude des conclusions favorables aux travailleurs. La politique marxiste est une politique de classe expressément axée sur la classe ouvrière. Elle défend ou reflète comme on voudra ses intérêts. Donc c'est une doctrine de classe. Elle se place d'un point de vue de classe. Comment serait-elle objective et impartiale? Marx a répondu à cette argumentation dès l'une de ses premières œuvres. L'affranchissement de la classe opprimée implique la création d'une société nouvelle. La condition d'affranchissement de la classe laborieuse, c'est l'abolition de toute classe, de même que la condition d'affranchissement du tiers-État fut la suppression de tous les États. Précédemment, dans l'idéologie allemande,
parce qu'il les représente. La bourgeoisie et la petite bourgeoisie, lorsqu'elles agirent contre les féodaux et firent la révolution de 1789-1793, eurent les mêmes aspirations. À ce moment-là, leurs prétentions étaient fondées. Elles représentaient vraiment le progrès de la société tout entière, le progrès économique, social et aussi scientifique. Leurs théoriciens, par exemple les encyclopédistes, défendaient la raison et la science. Ils étaient vraiment porteurs de la vérité, de l'objectivité, de l'universalité. Bien entendu, ces théoriciens, philosophes ou savants ont cru avoir atteint définitivement la raison, l'universalité, la connaissance. En cela, ils se sont illusionnés eux-mêmes en arrêtant le travail de la pensée et de la connaissance à leurs idées d'autant plus limitées qu'elles étaient celles de leur temps, c'est-à-dire de leur classe, et que cette classe sociale n'était pas destinée à supprimer les classes, mais à devenir une nouvelle classe dominante. Ils donnaient donc à leurs idées la forme de l'universalité, et seulement la forme. Cette forme correspondait à des faits précis, à leur lutte contre l'État monarchique et ses traditions, à l'extension des relations mondiales pendant le XVIIIe siècle, au fait que le tiers-état était beaucoup plus nombreux que la noblesse féodale, et enfin à l'illusion des idéologues qui concevaient les idées de leur temps sans connaître la relation précise de ces idées avec leur temps, et par conséquent croyaient atteindre des vérités éternelles. CF, l'idéologie allemande de Marx. Mais, depuis lors, la situation a changé. Le tiers-état, la bourgeoisie, dont les théoriciens au XVIIIe siècle croyaient avoir atteint des vérités humaines, universelles et définitives, a révélé sa nature de classe dominante, puis son déclin en tant que classe dominante. Cette révélation s'est opérée lentement dans la vie pratique et dans la vie politique, autant que dans la philosophie ou la littérature. Au surplus, même dans la période où déjà cette transformation se manifestait dans la conscience et les idées, il ne faut pas se faire de cette idée étroite que la petite bourgeoisie a pour principe de vouloir faire triompher un intérêt égoïste de classe. Elle croit plutôt que les conditions particulières de sa libération sont les conditions générales qui permettent seules de sauver la société et d'éviter la lutte des classes. Il ne faut pas s'imaginer davantage que ces représentants démocrates sont des boutiquiers. Ils peuvent être séparés de ces derniers par un immense écart qui tient à leur culture. Ce qui fait d'eux des représentants de la petite bourgeoisie, c'est qu'ils ne peuvent intellectuellement dépasser les limites qu'elle ne peut dépasser dans sa vie. Ils sont théoriquement poussés aux problèmes et solutions vers lesquels la poussent pratiquement ses intérêts matériels et la situation sociale. Discours primaire de Louis Bonaparte. Bon, chers amis, je vais m'arrêter là. Pour l'instant, je ne fais pas de lecture de chapitres en entier, plutôt les premières parties, mais je pense que dans ce que j'ai lu, on peut, pareil, se faire une idée de pourquoi le marxisme a une prétention d'objectivité et de scientificité. Pardon. Alors que c'est une doctrine politique. Pour résumer, pour Marx, le prolétariat est porteur de la libération de l'humanité tout entière, et donc il est le représentant de la société